Bonsoir et re-bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info. Qui parle de littérature. Nous recevons tout de suite le colonel Abdourahim Kébé qui vient nous parler de son dernier ouvrage. Alors, une fois n'est pas coutume, nous recevons un haut gradé de l'armée qui aujourd'hui vient nous parler de littérature et nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir colonel Kébé. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, vous venez, comme je viens de le dire, de faire paraître ce livre Teranga et traduction dans le Sénégal post-colonial, l'exemple de Karim d'Ousmane Socé Diop. Tout ou presque dans votre ouvrage tourne autour de la notion de Teranga. Teranga que vous écrivez d'ailleurs avec deux A. D'ailleurs, pourquoi un deuxième A? J'imagine que ce n'est pas pour faire dans la coquetterie sémantique, comme on dit. Voilà, je crois que c'est important de poser la question parce qu'ici, il s'agit de l'écriture en Wolof. Quand on l'écrit avec l'alphabet français, on met un seul A et on met l'accent sur le E. Là, c'est pour montrer que c'est le Wolof qui est utilisé et qui est à côté du français. Et là, il y a une raison derrière cela, parce que tout simplement, c'est une manière de subvertir le canon français. Vous savez, au temps colonial, il y avait ce problème de la pureté de la langue française, qui voulait que le français soit écrit seulement avec le français standard, selon le caractère qui était admis régulièrement. Mais avec la négritude, rappelons que ce livre a été écrit en 1935 par Socé, au moment où le mouvement de la négritude venait de naître. Et le mouvement de la négritude voulait se rebeller, disons résister contre la politique d'assimilation de la France, qui rejetait un peu les langues nationales. Et eux, pour lutter contre le pouvoir colonial, ils ont dit, nous allons inaugurer une nouvelle forme d'écriture et nous allons faire valoir nos propres langues et faire ressortir vraiment les valeurs africaines que peut-être le pouvoir colonial voulait nous cacher. Alors, je disais, votre ouvrage parle de Teranga, un terme qui symbolise bien la société sénégalaise. Pour certains, c'est l'hospitalité, pour d'autres, c'est de la générosité. Parfois même, on y voit une certaine forme de bienveillance. Pour vous, qui avez écrit cet ouvrage, colonel, c'est quoi la Teranga? Oui, ça aussi c'est important. Vous savez, la Teranga est importante et elle est présente ici à plus d'un titre. Dans un premier temps, si vous voyez le terme sur le livre, Teranga et traduction, cela veut dire qu'on cherche aussi à faire rayonner le Sénégal, parce que j'ai introduit un concept, l'éthique de la Teranga, dans la littérature de traduction. Et ça, c'est important parce que les chercheurs vont en bénéficier. Je crois que l'intelligence, ils vont utiliser ce concept, en tout cas, dans la littérature de traduction. C'est important. L'autre élément, c'est qu'il fallait introduire un mot donc dans le titre pour être cohérent un peu avec la philosophie métisse de Socé qui parlait de la civilisation métisse. Donc ici, il s'agit du métissage de la langue, Wolof et français. Les deux langues sont présentes dans une même phrase pour montrer qu'elles sont d'égale dignité. Mais si aujourd'hui vous deviez symboliser cette valeur cardinale qui fait la société sénégalaise, à chaque fois qu'on parle du Sénégal, on parle de Teranga, d'esprit de la Teranga, les lions de la Teranga. Finalement, qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Pour vous, c'est quoi la Teranga? Oui, quand c'est appliqué à ce qui est écrit ici, à la traduction, c'est que vous savez, dans la traduction, il y a différentes écoles de pensée, différentes théories. Il y a une théorie qui veut que pour traduire un texte, il faudrait laisser dans ce texte des éléments étrangers pour que le lecteur puisse sentir qu'il est en train de vivre l'expérience d'une autre culture. Il y a d'autres qui disent non. Quand on reçoit un texte, on ne veut pas savoir que c'est de la traduction. Ça, par exemple, les anglophones, le canon littéraire anglophone est strict dans ça. Ils veulent que quand un texte, par exemple, arrive aux États-Unis, que ce soit un texte qui est domestiqué. Cela veut dire adapté à la culture américaine, ce qui fait que quand ils vont lire le texte,
ils ne se sentent pas trop dépaysés. C'est ça là. Donc il y a vraiment une querelle entre ces différentes écoles. Maintenant, la Teranga est venue pour montrer que la traduction peut offrir un espace de dialogue, un espace de compréhension, de coopération et de solidarité où différentes langues peuvent se côtoyer et se réconforter, se contaminer mutuellement pour déboucher sur quelque chose de positif. Donc, la Teranga là sert de passerelle, en tout cas en différentes langues, mais aussi en différentes cultures. Okay. Vous nous intéressez à la Teranga, donc à ces traductions dans le Sénégal d'après indépendance, et à ce titre, on en vient au fameux livre de Karim qui a été, je rappelle, un succès littéraire, Karim d'Ousmane Socé Diop, pour illustrer le concept de la Teranga et l'importance de la traduction dans l'histoire sénégalaise. Mais comme vous l'avez noté tout à l'heure, c'était la période de la négritude et il y a eu des écrivains très engagés, très célèbres au-delà d'Ousmane Socé Diop. Pourquoi avoir porté votre choix sur Karim et notamment sur Ousmane Socé Diop? Très bien, et pourquoi pas sur Senghor? C'est vrai, parce que les chants de la négritude, c'était le Martiniquais Aimé Césaire, ensuite Senghor du Sénégal et Léon Gontran Damas de la Guyane. Mais ils sont les plus connus. Mais il faut dire que Ousmane Socé a été un membre éminent, actif, en tout cas au sein du mouvement de la négritude. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, dans son livre, il a voulu ressusciter l'histoire africaine, qui a été tronquée par le pouvoir colonial. Il a ressuscité nos différentes traditions, en tout cas sénégalaises, et il a aussi ressuscité des figures héroïques de l'Afrique. Maintenant, moi, en faisant mes recherches, de façon sous le prisme de la traduction, quand j'ai relu Karim, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Parce que d'abord, lui, il a transposé l'orature au niveau de l'écrit. Et là, c'était une première. Parce que nos premiers écrivains, vous savez, c'était les premiers écrivains, en fait, en Afrique de l'Ouest. Socé fait partie des premiers écrivains que je mets au niveau de la deuxième génération. Parce qu'il y a une première entre 1920 et 1930. Lui, il a commencé en 1935. La deuxième génération, parce qu'il y a une petite différence par rapport à cela. Mais voilà, il a été choisi parce que dans le livre, il y a plusieurs thèmes. Il rappelle les traditions sénégalaises. Et c'est important pour la jeunesse d'aujourd'hui de relire le livre Karim. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses de notre passé. Il a ressuscité, par exemple, les Sambalinguer, comment on faisait la cour à l'époque. Le fameux Djamalé. Le Djamalé aussi. Quand vous faites la cour, vous venez avec toute une équipe. Les amis, les griots, le khalamkat, qui chantent les louanges et tout ça. Et là, c'était à peu près les mêmes pratiques, en fait. Et il a voulu le montrer que ce qui se faisait en France, entre le 12e et le 11e et le 13e siècle. C'était exactement les mêmes pratiques. Et c'est une manière aussi de subvertir un peu le pouvoir colonial pour leur montrer, écoutez, vous dites que nous sommes des primitifs, des sauvages, mais il se trouve que nous avons les mêmes réalités et nous avons les mêmes pratiques. Et ça, c'est un peu dérangeant pour, en tout cas, le pouvoir colonial français. Alors, Karim a été écrit par Ousmane Socé Diop, je le disais à l'entame de cette émission. Il était un érudit, un écrivain engagé, un homme politique. Il fut d'ailleurs maire de Rufisque. Vous êtes également connu pour vos prises de position plutôt. Est-ce qu'il vous est arrivé au cours de votre parcours de vous identifier à Ousmane Socé ou formulé d'une autre manière, est-ce qu'il a été une source d'inspiration? Enfin, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'aussi il a su résister. Je crois que la résistance, quand on n'est pas d'accord, quand il y a une injustice, surtout pour la collectivité, c'est toujours quelque chose de très noble à faire. Et je crois que sur ce plan-là, je m'identifie un peu à lui. Il aime son pays et il a voulu vraiment, en tout cas, contrer les stéréotypes pour redorer le blason, rendre à l'Afrique sa dignité. Et je crois que sur ce plan-là, nous sommes
dans la même longueur d'onde. Maintenant, Ousmane Socé, j'ai voulu donc le ressusciter en quelque sorte pour que les gens sachent, parce qu'il était un peu aux oubliettes. Il ne faut pas oublier qu'il était avec Senghor. Senghor était bien connu, après il était un homme d'État, président de la République. Mais même Senghor a combattu à un certain moment Ousmane Socé. Il a critiqué même son livre en disant que le travail a été bâclé, etc. Parce que comme c'est lui le grammairien, etc., il a critiqué Ousmane Socé. Mais il a essayé après de changer. Ousmane Socé a été effectivement un homme politique et il a été dans le gouvernement de Mamadou Dia, entre 1958 et 1959, juste avant les indépendances. Il a été un homme politique et il a été à un certain moment aussi ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, à Washington DC. Et voilà, après il a eu des maladies, il était aveugle avant son décès, je crois, entre 1973 et 1974. Alors, j'ai lu dans une de vos interviews qu'il s'agissait pour vous de montrer à travers ce livre comment nos valeurs, notamment la Teranga, pouvaient inspirer un modèle politique fondé sur la dignité. Je vous repose alors la question. Comment une valeur telle que la Teranga, colonel, qui symbolise l'hospitalité, la générosité, peut-elle inspirer un modèle politique fondé sur la dignité? Enfin, moi je l'ai appliqué sur la traduction pour parler de son pouvoir de conciliation et tout ça. À ce titre, on peut le mettre aussi dans le champ démocratique, dans le champ de nos jeux démocratiques. Et je crois que il est important pour les partis politiques de pouvoir au moins s'entendre sur l'essentiel. Quand l'intérêt du pays est en jeu, qu'on taise les divergences et qu'on se soude, qu'on serre les rangs, qu'on dise que nous parlons pour le Sénégal, nous agissons pour le Sénégal, et sur ce plan-là, on peut trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut qu'on soit dans la confrontation. Il y a des moments où il faut que tout le monde se retrouve sur l'essentiel pour le bien de notre pays, et à ce titre, Teranga peut inspirer. Alors, c'est une bonne transition justement pour analyser un peu avec vous l'actualité politique, parce qu'actuellement, on parle d'une mise en accusation de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, pour qu'il soit traduit devant une haute cour de justice. Il y a également tous ces procès d'anciens dirigeants, des procès à l'encontre des dirigeants de l'ancien régime. Que vous inspire ce débat? Bon, cette question, c'est une question que je ne voulais pas entendre parce que je suis en réalité là uniquement pour le livre Teranga et traduction. Mais ce que je peux dire, c'est que, en ramasser, vous savez, la justice dans notre pays est devenue une justice indépendante. Tout le monde l'a constaté, contrairement à ce qui s'est passé avant, où peut-être on arrêtait les gens, il y avait beaucoup d'arbitraire. Mais actuellement, ce qui se passe, ce n'est même pas le pouvoir actuel. Les gens pensent que c'est le pouvoir actuel qui est en train de le faire. Mais on se base sur des rapports qui ont été faits avant le pouvoir et qui ont été mis sur le coude par l'ancien dirigeant qui était là. Donc, je crois que tous les Sénégalais doivent se réjouir de ce qui est en train d'être fait. Parce que nous sommes dans le cadre du redressement. Il faut donc mettre en place les fondamentaux, faire en sorte que cet état criminogène, disons, et corruptogène puisse disparaître. Parce que vraiment, ça nous porte préjudice. Vous voyez tout ce qui s'est passé au niveau de la dette et autres. Et effectivement, celui qu'on est en train d'examiner sa situation, je crois que l'Assemblée est en train de faire son travail et tout dépendra des conclusions. Parce qu'actuellement, ils vont étudier tout simplement la faisabilité d'une plainte qui a été déposée par Guy Marius Sagna. Donc, maintenant, pour les autres poursuites, c'est tout à fait normal. Et tous les Sénégalais doivent applaudir. Parce qu'ils doivent se dire que plus jamais ça. Le Sénégal est resté pauvre à cause uniquement de ces pratiques. On nomme des responsables politiques qui, au lieu de penser donc, au peuple, pensent d'abord à eux-mêmes. Ce qui fait que chaque ministre qui est nommé devient automatiquement milliardaire. On te nomme DG, tu deviens milliardaire ou multimillionnaire.
alors il faut que ça cesse. Et le régime qui est là, Diomaye Sonko, ils en ont fait une affaire, en tout cas personnelle, par rapport à leur gouvernement. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore de problème ou vu de cas. Et je sais que cela, c'est un bon exemple que tout le monde doit saluer. Alors, le tandem Diomaye Sonko, justement, vous venez de l'évoquer, place sa gouvernance sous le sceau du souverainisme économique. Il n'exclut pas l'ouverture, mais préconise d'abord l'enracinement, comme pour paraphraser un certain Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que ce terme souverainisme évoque chez vous? Oui, ça nous ramène aussi... Et selon vous, surtout, comment l'adapter au quotidien? Ça nous ramène à votre... Moi, ça nous ramène au livre, parce que le combat, par exemple, de Socé, et même de Senghor et tout cela... qui parlait de retour aux sources, etc. Ils étaient en fait pour le souverainisme. Le souverainisme linguistique est manifesté ici. Et d'ailleurs, quand tu vois le titre Teranga et traduction, même dans mon livre, c'est un appel au souverainisme linguistique, en fait, qui est recherché actuellement. Et je crois que ce souverainisme, il n'y a que le souverainisme qui peut nous permettre d'aller de l'avant et de nous développer. Parce que tant qu'on n'y arrive pas, on se laissera dicter notre conduite par les puissances étrangères. Et ce qui s'est passé jusque-là a été une calamité, ce qui fait qu'on nous a dépossédés de toutes nos ressources qui ont été bradées, parce que tout simplement, ceux qui étaient là n'étaient pas là pour eux-mêmes, n'étaient pas là pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Donc ils acceptaient facilement d'être corrompus et de nous vendre aux étrangers. Et c'est ce qui s'était passé. Donc le souverainisme nous permet en tout cas de traiter avec les autres États. Cela ne veut pas dire qu'on rejette tout le monde, mais on veut traiter avec tout le monde dans la même dignité et dans l'égalité, comme a voulu le démontrer ici Socé, dans l'égalité des langues et des cultures et des races. Alors, juste avant de refermer cette édition, peut-être un mot sur le Forum du livre et de la lecture qui s'est ouvert hier. Le chef de l'État, protecteur des arts et des lettres, visait à travers cet événement qui ne s'était pas tenu depuis très longtemps, une relance du secteur du livre, avec les Sénégalais qui lisent de moins en moins. Comment avez-vous accueilli cette initiative? Mais c'est une excellente chose. Vous savez, moi j'ai toujours aimé la lecture. Quand j'étais jeune, j'avais toujours un livre avec moi. Un jour, quelqu'un de ma classe m'a vu avec un gros livre, je crois que c'était Moby Dick, La Baleine Blanche. C'était plus de 700, c'est-à-dire 780 pages. Il me regarde et me dit, mais Kébé, est-ce que vous lisez tous les livres là? Bon, j'ai souri et je n'ai pas répondu. Mais c'est pour dire tout simplement que la lecture est importante. Vous savez, rien ne peut remplacer cette lecture. Ça vous permet d'avoir de l'inspiration, ça permet d'avoir de la connaissance, de connaître d'autres cultures, mais aussi d'avoir des idées, en tout cas pour même ce qu'on est en train de faire. Chacun peut trouver quelque chose de positif qui l'aidera, en tout cas dans ses activités quotidiennes. Donc les jeunes doivent être encouragés à lire, à utiliser les livres. Certainement, il y a maintenant les livres électroniques, mais rien ne remplace un livre que tu tiens en main, que tu peux lire, mettre de côté quand tu es fatigué et reprendre ce livre et tout cela. Donc, je crois que le Forum du livre est quelque chose de salutaire. Et il est venu à l'ère du numérique pour montrer aux gens que rien ne peut le remplacer et pour, en tout cas, l'avenir et pour mieux servir son pays aussi, il faudrait lire, toujours lire et beaucoup lire. Alors, Teranga et traduction dans le Sénégal post-colonial, un livre signé le colonel Abdou Rahim Kébé est donc édité chez l'Harmattan. Je rappelle, colonel, que vous avez 2 doctorats respectivement en littérature et civilisation américaine obtenus à l'UQAD et en traductologie obtenus à l'université Binghamton de New York. Auteur également de plusieurs publications dans des revues scientifiques. Merci d'être passé nous voir. Mais je vous remercie, ça a été un plaisir. Et vous savez, j'ai cité Youssou N'Dour dans le livre Teranga, avec les chants Teranga, mais aussi quand je chantais Ndar, ma ville. Alors Teranga était bien, voilà, le terme était bien présent, c'est pourquoi j'ai eu à le citer.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, un livre disponible à l'Harmattan. C'est bien ça? Affirmatif. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie un peu plus tard dans la soirée. Votre émission du vendredi, Jakarlobi. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir.